sur le plateau de FDV TV, en direct de l'Université Jean Moulin Lyon 3. La loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République a été adoptée cet été par le Congrès à l'arraché, avec seulement 539 voix pour, alors que la majorité requise était de 538 voix. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Avez-vous des remarques sur le mode d'élaboration de cette révision constitutionnelle ? Oui, bien sûr, cette révision constitutionnelle est surtout marquée par le fait qu'elle est précédée de la réunion d'une commission, la fameuse commission Balladur, qui pendant plusieurs mois a travaillé sur la réforme et la modernisation des institutions de la Ve République. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être noté parce que ça n'apparaît pas dans l'article 89 de la Constitution qui décrit les modalités de révision de la Constitution, mais en pratique, on voit à plusieurs reprises au cours de la Ve République se renouveler ces expériences d'une réunion préparatoire d'une commission d'experts qui va ensuite permettre au Parlement de statuer davantage politiquement sur l'objet de la révision. On a vu cela avec la commission Vedel de 1992-93. On a vu se renouveler une expérience comparable quelques années plus tard avec la commission Pierre Avril, qui a débouché sur la réforme du statut pénal du chef de l'État. Et de nouveau, le président Sarkozy a souhaité que la révision de la Constitution qu'il voulait faire aboutir soit précédée d'un travail de réflexion dans le cadre d'une commission composée de constitutionnalistes, de politiques, d'experts de ces questions. C'est donc vraiment une tendance désormais dure, lourde, ces modalités de révision constitutionnelle que l'organisation de telles commissions préalables à la révision à proprement parler. Évidemment, ça ne fera pas disparaître des révisions sèches lorsqu'elles portent sur un aspect ponctuel, par exemple la révision préalable à la ratification d'un traité européen. L'autre point qui a fait couler pas mal d'encre, bien sûr, la plupart des Français étaient préoccupés de vacances au mois de juillet, mais néanmoins le vote présenté quelquefois à tort comme décisif de Jack Lang sur cette révision a fait tout de même parler pas mal. Et il est vrai que cette révision a été acquise de façon très étroite. La Constitution de la Ve République est une constitution souple, c'est-à-dire qu'elle peut être révisée assez aisément, c'est-à-dire ce qui explique qu'elle a été près de 25 fois depuis 1958. Il ne faut pas un grand consensus dans l'opinion ou dans la classe politique pour aboutir à une telle révision. Il y a à peu près 950 parlementaires. Et on voit qu'avec 539 voix, la révision est acquise. On voit d'ailleurs que ce consensus peut être relativement limité et pas nécessairement durable, parce qu'après le renouvellement partiel du Sénat au mois de septembre, il est clair que si les forces politiques devaient statuer aujourd'hui et qu'elles aient la acquise si difficilement, parce qu'en réalité, les principaux éléments de cette révision semblaient faire l'objet d'un consensus dans la classe politique. On s'étonne donc que les élus socialistes, notamment, aient refusé de s'associer à cette révision, de la voter, alors que plusieurs des apports de la réforme correspondaient aux vœux qu'ils avaient émis depuis longtemps. Par exemple sur le référendum, par exemple sur la saisine du Conseil constitutionnel par voie d'exception. Et donc on ne peut que constater qu'il y a une sorte de perturbation par la politique de ces questions constitutionnelles. Il est possible que dans un autre contexte, les choses aient évolué différemment, mais d'un autre côté, les socialistes présentaient une raison de leur vote négatif, qui était le fait que la réforme ne s'attaquait pas au Sénat, à ses modalités d'élection, à son corps électoral. Alors c'était une raison qui pourrait apparaître comme justifiée, parce que effectivement il y a un problème du Sénat sous la Ve République, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans un instant, mais d'un autre côté, il est clair qu'il est plus facile de modifier le mode de scrutin sénatorial lorsqu'il est prévu par une loi ordinaire que lorsqu'il est prévu par la Constitution. Donc s'il était inscrit dans la Constitution, il serait quasi impossible de le modifier, en tous les cas sans l'aval des sénateurs, et donc la position des parlementaires de l'opposition était un peu
paradoxal de ce point de vue. D'accord. Alors, la réforme constitutionnelle établit un nouvel équilibre entre les pouvoirs publics. Quelles institutions en sortent gagnantes ? Il me semble que l'institution qui doit être considérée en premier lieu comme gagnante dans cette réforme, c'est plutôt le Parlement. Il semble que le pouvoir exécutif ait souhaité, conformément aux vœux souvent exprimés dans les médias par l'opinion publique, un certain rééquilibrage. Les raisons qui avaient motivé au début de la Ve République l'existence, la mise en place d'un pouvoir exécutif fort ont tout de même, sinon complètement disparu, du moins se sont érodées. Et au contraire, on a l'impression que le Parlement, dans la période récente, est un peu affaibli. Et il était vraiment légitime, opportun, d'envisager les moyens de rééquilibrer les pouvoirs. Et donc le Parlement apparaît comme, semble-t-il, le principal bénéficiaire de la réforme. Il se verra confier davantage de liberté dans l'organisation de son travail. Et donc, bien sûr, la majorité parlementaire continuera à travailler de façon étroite avec le gouvernement pour mettre en œuvre le programme issu de la victoire électorale. Mais nous verrons probablement dans les mois qui viennent se développer le nombre d'hypothèses dans lesquelles la majorité parlementaire pourra s'opposer au gouvernement, pourra discuter d'égal à égal avec lui, pourra infléchir ses positions, ce qui n'était pas vraiment dans la tradition de la Ve République. Alors par ailleurs, pour en rester aux grandes lignes, il est clair que le Conseil constitutionnel voit aussi son statut profondément remanié. La juridictionnalisation de l'institution est vraiment très renforcée par la possibilité que des justiciables puissent porter une question de constitutionnalité directement devant le Conseil constitutionnel, enfin par l'entremise tout de même des juridictions devant lesquelles il se trouve, c'est-à-dire par le filtre, soit du Conseil d'État, soit de la Cour de cassation. Enfin, ça n'est pas vraiment une institution, mais peut-être doit-on aussi considérer que c'est le peuple qui est gagnant lui-même, directement par la modification de l'article 11, qui laisse escompter le développement, là encore, des procédures référendaires, mais plus généralement, le peuple a probablement tout intérêt à ce que le système institutionnel et politique soit équilibré.